Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Club Suisse de la Presse pour cette conférence sur l'autisme et l'inclusion scolaire des enfants autistes ici à Genève. Donc à quelques jours de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, qui sera le 2 avril, et après un voyage au Pays Basque espagnol de l'association Autisme Genève, qui va présenter le rapport Gotena. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec la présidente de l'association Autisme Genève, Madame Marie-Jeanne Assieto, et puis de Monsieur Cyril Mizrahi, qui est président de la Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leurs proches, ainsi que député au Grand Conseil. Avant de vous donner la parole, Madame Marie-Jeanne Assieto, je vais vous demander de signer notre livre d'or et de recevoir un petit couteau suisse qui vous accompagnera. Merci infiniment. Merci. Merci. Donc, vous avez accueilli en janvier 2015 sur le même thème, plus ou moins. La conférence avait pour titre « Les enfants autistes laissés pour compte ». Et c'était suite à un refus de l'État d'accorder une subvention et puis de considérer les classes inclusives. Peut-être commencer là-dessus par faire un petit point. Où est-ce qu'on en est un an après? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? D'accord. Alors, en tout premier lieu, je remercie le Club Suisse de la Presse de nous recevoir effectivement une nouvelle fois dans leurs locaux. Nous avions effectivement, en janvier 2015, eu la possibilité de présenter en fait les conclusions des recommandations que le Comité des droits de l'enfant, rattaché donc à l'ONU, avait formulées à l'attention de la Suisse. Et dans ces recommandations, effectivement, il y avait aussi la question de l'école inclusive, qui fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Alors, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, justement, en présentant un petit peu le rapport Gotena, qui fait l'objet de la discussion d'aujourd'hui, eh bien, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Mais peut-être juste resituer un petit peu le contexte de ce rapport. En fait, en octobre 2015, une délégation d'Autisme Genève, composée de 3 parents et d'une psychologue spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme, a fait le déplacement à Gipuzkoa, qui est une région du Pays Basque espagnol, où l'école inclusive est opérationnelle depuis plus de 30 ans. Et nous avons été accompagnés dans ce voyage par M. Cyril Mizrahi, que je remercie vraiment d'avoir fait le déplacement également aujourd'hui, et qui pourra aussi, à sa manière, témoigner de ce qu'il a pu voir sur place. Dans le temps de parole qui m'est imparti aujourd'hui, j'aimerais juste expliquer finalement les objectifs de notre voyage au Pays Basque espagnol, également de partir d'un constat, celui des parents d'enfants autistes ici à Genève, quelle est la situation de l'école inclusive à Genève, et puis de faire un constat, celui que nous avons pu faire en allant au Pays Basque espagnol. Ensuite, nous essaierons de dégager finalement des réflexions par rapport à la grande différence que ces constats nous amènent à faire, et puis aussi peut-être conclure sur une réflexion plus générale sur finalement la politique inclusive qui a été mise en place au Pays Basque espagnol. Je pense que M. Mizrahi complétera également la réflexion en apportant des éléments plus généraux. Nous allons, nous, en ce qui nous concerne, centrer beaucoup sur les élèves autistes. Mais avant de débuter vraiment le vif du propos, je veux juste rappeler quelque chose sur le plan terminologique. Alors, il n'y a rien de mieux que le visuel pour présenter des conceptions, des choses que nous évoquerons dans le rapport Gotena. Eh bien, ce schéma explique très bien la différence qu'il existe entre l'exclusion. Donc, vous voyez bien qu'ici, les personnes handicapées sont à l'extérieur du cercle. Donc, ça, c'est un état d'exclusion. De la ségrégation, là, vous voyez que les personnes handicapées sont regroupées entre elles, mais sont à l'extérieur du cercle qui est censé représenter les personnes ordinaires. L'intégration est un concept où les personnes handicapées restent regroupées entre elles, mais sont à l'intérieur du dispositif ordinaire.
Et l'inclusion, eh bien, tout simplement ce à quoi nous aspirons, ce sont des personnes les unes avec les autres sans distinction, sinon celles d'apporter l'aide dont elles ont besoin pour pouvoir être parmi les autres. Donc ce dont nous allons parler, c'est essentiellement d'inclusion. Alors, ce petit état terminologique fait, passons aux objectifs du voyage de Autisme Genève. En tout premier lieu, il faut que je puisse remercier vraiment très chaleureusement les personnes qui nous ont accueillis sur place. Nous avons été reçus vraiment extrêmement bien par le directeur de l'association Gaotena, Gaotena étant l'association des parents du Pays basque espagnol, de la région de Gipuzkoa, et qui s'appelle M. Barinaga. Nous avons également eu l'opportunité de rencontrer 2 membres du gouvernement du Pays basque espagnol qui représentaient le département de l'éducation. Et tous ces échanges ont été, je pense, extrêmement fructueux en termes de connaissance du fonctionnement de l'école inclusive au Pays basque espagnol et aussi en termes d'enrichissement personnel par rapport à comment les choses ont pu être mises en place. Donc notre objectif, c'était tout simplement de voir comment cette école inclusive dont on entendait parler pouvait être opérationnelle, pouvait vraiment exister dans cette région du monde. Parce que nous sommes partis d'un constat, en fait le constat des parents que nous sommes ici à Genève. Qu'en est-il de l'inclusion? Eh bien, le constat était assez amer, c'est-à-dire que pour nos enfants, l'inclusion relève véritablement d'un miracle, c'est-à-dire qu'il est très rare de trouver des personnes autistes, des élèves autistes en inclusion scolaire dans l'école publique genevoise. Je pense pouvoir élargir cette réflexion à l'ensemble de la Romandie, même si vous le savez, le système éducatif suisse étant cantonal, il y a effectivement des différences de pourcentage d'un canton à l'autre. Mais globalement, la situation de l'inclusion scolaire des élèves autistes reste extrêmement bas en Romandie. Il y a un peu plus d'intégration qui s'opère à Genève. Par contre, elle est souvent le fruit d'un acharnement, celui des parents, qui véritablement insistent pour que leur enfant puisse être au moins en intégration dans le milieu scolaire ordinaire. Et quelquefois, on obtient satisfaction, mais quelquefois, ça se traduit uniquement par quelques heures par semaine. Ça, c'est un constat que tous les parents pourront vous formuler par rapport à ce qu'ils vivent ici dans le canton. Après, il y a aussi les premiers rares dispositifs et multiples que le département de l'instruction publique actuellement est en train de mettre en place. Et là aussi, on doit constater que ce qui est actuellement mis en place va davantage vers un système d'intégration que vers un système d'inclusion. Donc, si vous vous rappelez bien du schéma que je vous ai fait voir tout à l'heure, actuellement, les dispositifs, il y en a quelques-uns quand même qui sont mis en place, vont davantage vers ce système que vers celui auquel tous les parents aspirent. Et en général, qu'est-ce qu'on entend en tant que parents comme argument pour ne pas mettre nos enfants dans le système ordinaire? Eh bien, l'argument qu'on entend souvent, c'est « écoutez, votre enfant n'est pas prêt, il n'a pas les compétences pour aller dans le système scolaire ordinaire, il y a trop d'élèves en classe, il n'apprendra pas suffisamment, etc. » C'est donc des arguments de ce genre qui, en général, sont formulés. Le constat est donc évident pour notre canton. Il n'y a quasi pas d'inclusion scolaire et, dans le sens vraiment strict du terme, et l'inclusion scolaire, actuellement, n'est pas favorisée. Qu'en est-il du Pays basque espagnol? Eh bien, le constat, vous allez le voir, est très différent. Nous avons pu visiter plusieurs écoles au Pays basque espagnol dans la région de Gipuzkoa. Alors, je vais vous donner des chiffres. Il y a 770 élèves autistes à Gipuzkoa. Sur 770 élèves, 677 élèves sont directement en classe, donc en inclusion scolaire. Et 93 élèves sont répartis, eux, dans 18 classes intégrées. Les classes intégrées sont des classes qui regroupent des élèves à besoins spécifiques, mais qui sont au sein des écoles ordinaires.
Il y a donc en moyenne 5 élèves par classe intégrée. Si je traduis tout ça en pourcentage, quelquefois on retient mieux les pourcentages, eh bien, à Guipúzcoa, au Pays basque espagnol, on peut avoir 88% d'élèves directement en classe ordinaire et 12% en milieu ordinaire, mais dans des classes intégrées. Conclusion, on peut dire que dans les Pays basques espagnols, tous les élèves autistes sont en milieu ordinaire. Il n'existe aucune forme ni d'exclusion ni de ségrégation. Alors, je dois dire que le petit argument qu'on nous sort systématiquement en tant que parents, d'attribuer un déficit à nos enfants, de dire qu'ils ne sont pas prêts pour aller en classe ordinaire, est vraiment à jeter à la poubelle. C'est le système qui n'est pas prêt. Il faut cesser à Genève d'attribuer des fautes, d'accuser nos enfants systématiquement d'être en incapacité de. Il faut davantage centrer sur les compétences de nos enfants. D'ailleurs, vous constaterez par vous-même que lorsqu'on avance 88% d'élèves autistes en classe ordinaire, le critère intellectuel n'est pas déterminant pour décider de son placement en classe ordinaire. Au Pays basque espagnol, ce n'est pas un critère déterminant. Ce sont uniquement les enfants qui ont besoin d'un soutien très important, c'est-à-dire qui correspond à un autisme sévère, qui sont placés dans des classes intégrées, c'est-à-dire 12%. Les classes intégrées, d'ailleurs, accueillent aussi d'autres enfants qui ont des problématiques semblables et qui ont besoin d'une structuration plus importante qui se retrouve au sein de ce dispositif d'inclusion. Alors, comment expliquer une telle différence entre l'inclusion vue par les autorités locales et l'inclusion au Pays basque espagnol? Je dirais qu'il faut essayer de voir les choses sous deux angles. Il y a d'abord peut-être des facteurs externes et ensuite des facteurs plutôt intrinsèques. Les facteurs externes. Il y a avant tout une volonté et une implication politique extrêmement forte au Pays basque espagnol pour faire de l'inclusion scolaire, mais pas que, l'inclusion tout court, quelque chose d'essentiel. Il y a donc un plan qui est élaboré, il y a une planification qui est élaborée et il y a un financement de tout ce dispositif qui est pensé. Ensuite, comme deuxième facteur qui explique la réussite du modèle inclusif du Pays basque espagnol, c'est qu'il y a une extraordinaire coordination et une bonne distribution des rôles entre l'association Gaotena et le gouvernement. Troisième facteur qui explique cette réussite, c'est la formation. La formation des enseignants, la formation initiale des enseignants et la formation continue. Chacun d'entre eux reçoit suffisamment d'instructions par rapport aux outils de l'inclusion, ça, dans leur formation initiale, et reçoivent suffisamment de formation et d'informations par rapport à un handicap spécifique dans leur formation continue. En l'occurrence, pour l'autisme, c'est l'association Gaotena qui assure ces formations. Autre facteur qui explique la réussite du système inclusif du Pays basque espagnol, c'est la présence d'auxiliaires de la vie scolaire qui sont formés. La formation, encore une fois, est la clé de voûte de la réussite de ces systèmes scolaires. Les auxiliaires de la vie scolaire, déjà, il y en a beaucoup, et ils sont tous en formation de Bac+2. Enfin, et ce n'est pas un argument qui est mineur, il y a, pour la réussite de ce système inclusif, il y a une implication personnelle de la part des professionnels. Nous avons pu rencontrer le président, l'un des membres fondateurs de l'association Gaotena, qui insistait sur le fait que lorsqu'il choisissait les professionnels, c'était parce que c'était des professionnels qui étaient vraiment engagés, qui avaient le sens du service de.
Et ça, c'est un élément aussi très important pour pouvoir, disons, faire réussir un système d'inclusion. Enfin, dernier facteur externe, c'est celui de la collaboration entre les parents et les professionnels qui est vraiment essentiel pour faire avancer les choses. Voilà pour les facteurs que je considère comme externes, disons. Maintenant, intéressons-nous peut-être aussi aux facteurs intrinsèques de la réussite de ce modèle. Et vous verrez que ici, je vais me permettre un petit comparatif systématique avec ce que nous vivons à Genève. Le premier point, premier facteur, c'est qu'il y a au Pays basque espagnol vraiment un grand professionnalisme. Tout le monde connaît les outils spécifiques, tout le monde sait à quoi ils servent et pourquoi ils les utilisent. Lorsque vous basculez à Genève, eh bien, il y a encore un grand travail à faire au niveau de la connaissance de ces outils spécifiques auprès des professionnels. Alors évidemment, je ne parle pas de tous les professionnels. Bien sûr qu'il y a aussi des professionnels qui sont avertis dans notre canton. Mais quand même, il y a encore trop de professionnels qui méconnaissent la valeur de ces outils spécifiques qui font pourtant la réussite du système inclusif. Deuxième facteur. Eh bien, lorsque vous parlez avec un professionnel, ce qui a été notre cas au Pays basque espagnol, nous avons rencontré beaucoup de professionnels sur le terrain, eh bien, ils connaissent les évaluations standardisées, ce qui permet de pouvoir évaluer les compétences de l'élève et de pouvoir fixer des objectifs concrets. Ainsi, chaque élève au Pays basque espagnol reçoit ce qu'on appelle un projet de vie qui est établi sur 4 ans. Donc tous les élèves savent ce qu'ils vont pouvoir raisonnablement faire sur les 4 ans à venir. Et évidemment, ce projet de vie est révisé chaque année en collaboration avec les parents. Si je fais vite un petit transfert avec ce qui se passe à Genève, eh bien nous en sommes vraiment très très loin. Non seulement il y a une méconnaissance des évaluations standardisées, c'est-à-dire qu'ici on procède uniquement ou essentiellement avec des observations directes qui ont leur valeur, évidemment, mais il faut pouvoir aussi utiliser et savoir utiliser et donc connaître et maîtriser les outils standardisés. Et puis, il n'y a pas de projet de vie pour l'élève. Figurez-vous que la plupart des parents, arrivés au mois de juin, ne savent pas forcément où ira leur enfant à la rentrée scolaire. Il n'y a donc pas de vision. Les parents sont laissés dans vraiment le désarroi, parce qu'il s'agit vraiment d'un désarroi. Imaginez que vous ne savez pas où ira votre enfant à la rentrée scolaire, ce qui arrive assez régulièrement, surtout dans les périodes de transition, et qu'il n'y a pas tout simplement de plan, de projet de vie pour cet élève. Deuxième point, lorsqu'on fait des évaluations de compétences, on peut aussi établir ce qu'on appelle des programmes éducatifs individualisés sur l'année scolaire en cours. Eh bien, au Pays basque espagnol, cet outil est tout à fait opérationnel. Il est mis en place dès la rentrée scolaire, c'est-à-dire que les objectifs sont fixés et évalués tous les 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, les parents reçoivent de la part des professionnels un rapport écrit faisant un bilan des compétences que l'élève a pu développer dans le trimestre. Basculons à Genève. Eh bien, figurez-vous qu'à Genève, le programme éducatif individualisé est aujourd'hui considéré comme un projet pilote dans les institutions publiques non subventionnées et qui restera projet pilote dans 17 établissements encore pendant 1 année. C'est très peu compréhensible pour des parents de savoir qu'un programme éducatif individualisé, qui est un des outils majeurs et fondamentaux utilisés pour établir des objectifs, fait ici l'objet d'un projet pilote alors qu'il est validé depuis plus de 30 ans ailleurs. Mais au moins, nous reconnaissons et nous encourageons qu'il y a un début de réflexion autour de ces outils et vraiment, nous nous réjouissons qu'ils puissent se développer au sein de toutes les institutions publiques genevoises. Enfin, autre facteur, le parcours scolaire de l'élève au Pays basque espagnol, quel que soit son niveau, est reconnu. On reconnaît et on valide le parcours scolaire de l'élève.
si cet élève a eu peu d'aménagement, il peut très bien engranger sur la suite de son cursus scolaire. Il est validé. Basculons à Genève. Eh bien, figurez-vous que même si l'élève a des compétences scolaires et que ces compétences sont travaillées dans le milieu spécialisé, ce qui est rarement le cas, mais ça peut être le cas, eh bien, les compétences scolaires de cet élève ne sont ni reconnues ni validées tant que cet élève n'est pas à 100% dans le milieu ordinaire. Mais comme l'inclusion n'est pas favorisée, au final, cet élève se retrouve avec un parcours qui n'est pas reconnu. Là aussi, je pense qu'il y a une grande réflexion à mener pour nos autorités afin de, un tant soit peu, reconnaître les compétences de nos enfants. Dernier point, au Pays basque espagnol, tous les élèves qui sont en inclusion, c'est-à-dire directement en classe, peuvent bénéficier d'heures d'enseignement individuel. L'élève que nous avons pu observer, par exemple, pouvait sortir de la classe où il était avec tous ses amis et bénéficier de 4 heures d'enseignement individuel avec une enseignante spécialisée. Eh bien, basculons à Genève. Bon, il y a très peu d'inclusion, alors a fortiori, des heures d'enseignement individuel relèvent carrément du mirage. Alors, je suis presque arrivée à la conclusion, parce qu'il y a quand même un élément qui doit être déterminé dans tout ce que je viens de présenter, parce que j'ai centré évidemment mon discours sur l'inclusion scolaire. C'était le propos premier de notre voyage. Mais nous avons eu l'opportunité de voir que l'inclusion n'était pas simplement scolaire. Gaotena est une association qui s'occupe également de mettre en place un grand nombre de services pour les parents et leurs enfants. Services, premièrement, de répit. Lorsqu'il y a des situations d'urgence en famille, eh bien, au Pays basque espagnol, vous avez des services de répit où l'enfant peut être accueilli par des professionnels avertis. Vous avez un service de loisirs qui est performant, de parascolaire qui est performant. Vous avez également des vacances d'été, en été ou pendant les vacances scolaires, des camps sont prévus avec des professionnels avertis. Et vous avez même un service d'urgence, c'est-à-dire qu'il vous arrive quoi que ce soit, eh bien vous pouvez faire appel à l'association Gaotena où quelqu'un est dépêché en urgence pour répondre aux besoins de la famille. Gaotena, l'inclusion est tout un système de pensée dans cette région du monde. Ce n'est pas que l'inclusion scolaire. On rend vraiment service aux familles de manière à ce que l'élève, l'enfant, soit partout accueilli dans la société et bien accompagné. Et puis, la réflexion ne s'arrête pas là, elle se continue lorsque l'enfant grandit. Lorsque l'enfant devient adulte, là aussi, il y a le relais pour l'inclusion professionnelle. En effet, si Gaotena s'occupe des enfants jusqu'à l'âge de 20 ans, à partir de 18-20 ans, eh bien, il y a l'association Gouréac qui prend le relais pour l'inclusion professionnelle. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Dans le rapport, vous trouverez des explications sur le rôle de Gouréac et sur l'inclusion qui est pensée à tous les niveaux de la vie de la personne. En guise de conclusion, je dirais 3 choses. Ce sont les 3 conditions qui permettent, selon moi, que l'école inclusive devienne réalité. La première condition, c'est qu'il doit y avoir une ferme volonté politique de faire scolariser tous les élèves autistes directement en classe ordinaire. Et si leur besoin est très élevé, si leur besoin d'aide est très élevé, en classe intégrée. À Genève, ce sont les élèves autistes qui sont les moins intégrés. Alors, inclus, ça relève carrément du miracle. Deuxième condition pour rendre possible l'école inclusive, c'est la formation initiale des enseignants, des éducateurs, des AIS, et aussi la formation continue qui, au Pays basque espagnol, est obligatoire pour pouvoir accompagner des élèves autistes en classe, et qui n'est pas de quelques heures, mais de 40 heures par année. En connaissant les outils, il y aura donc une compréhension de ce qu'il faut faire par rapport à l'élève autiste et automatiquement
une bonne adaptation à l'environnement scolaire ordinaire. À Genève, là aussi, nous sommes en retard par rapport à cette prise de conscience. Troisième condition, c'est de pouvoir mener des campagnes de sensibilisation grand public, parce qu'il faut pouvoir expliquer au plus grand nombre les raisons de l'inclusion. Et c'est bien fait, pas simplement pour les personnes handicapées, mais pour toute la société. Effectivement, il faut pouvoir travailler tous ensemble sur un changement important de paradigme. C'est en s'appuyant sur ces trois conditions que le Pays basque espagnol, dont les ressources économiques sont bien moins importantes que celles qu'on peut avoir dans notre canton, est devenu une référence d'excellence au niveau international en matière du respect des droits des personnes handicapées. Le Pays basque espagnol a tout simplement fait des principes onusiens une condition sine qua non. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à M. Cyril Mizrahi. Merci Marie-Jeanne Assieto. Donc, Cyril Mizrahi, je co-préside, je me permets de faire une petite correction puisque ça a changé entre-temps. Je préside la FEGAF depuis 2010. La FEGAF est une association qui a été créée en 1997 et j'ai la chance depuis ce mois de mars de la co-présider avec Madame Marjorie de Chastenay. La FEGAF, d'abord quelques mots sur la FEGAF si vous le permettez. Donc la Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leurs proches regroupe quelques 19 organisations d'entraide et de parents, donc des organisations qui regroupent des personnes directement concernées ou des proches, environ 2500 personnes concernées et proches, tout handicap confondu, donc des personnes avec des handicaps physiques, mentaux, psychiques et autisme, avec Autisme Genève. La FEGAF est membre notamment d'agile.ch, qui est l'organisation fêtière de l'entraide au niveau suisse. La mission que s'est donnée la FEGAF depuis sa création, c'est de défendre les droits et les intérêts des personnes handicapées et de leurs proches dans la région genevoise. Défendre les droits et intérêts, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie poursuivre des objectifs tels que l'égalité, l'inclusion et l'autonomie de vie des personnes concernées. L'égalité et l'inclusion sont évidemment les deux faces d'une même pièce. Souvent on me demande pourquoi l'école inclusive. On ne se demande jamais pourquoi les enfants noirs et les enfants blancs vont dans les mêmes écoles, mais parfois on se demande apparemment pourquoi les élèves handicapés devraient aller dans les mêmes écoles que les autres. J'aime bien me référer à l'arrêt de la Cour suprême américaine dans les années 50 qui a dit à juste titre qu'il n'y avait pas d'égalité séparée. Et il est clair que pour que les personnes avec handicap puissent pleinement participer à la société et y être intégrées toute leur vie durant, y être incluses même, eh bien cela nécessite tout d'abord comme condition préalable celle de l'inclusion scolaire. Alors, vous nous avez demandé en introduction où est-ce qu'on en était depuis la dernière conférence de presse